Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Plus de 2000 personnes ont perdu la vie sur la route ces 4 dernières années au Sénégal. Le directeur de la prévention routière plaide pour l'application du permis à points et des sanctions sévères contre les auteurs de ces actes. La COJER nationale veut que la mairie de Dakar soit mise sous délégation spéciale. Des proches de Khalifa Sall ne voient pas la pertinence d'une telle mesure. Ils affirment qu'il n'y a aucun blocage dans le fonctionnement de la municipalité. Khalifa Sall devant le juge ce mardi dans l'affaire de la caisse d'avance. Ses souteneurs appellent la population à se mobiliser massivement devant le palais de justice. Ils ont rédigé une motion de soutien à l'édile de la ville. Vers des perturbations de l'enseignement supérieur public, le SAES intensifie le combat et exige de meilleures conditions de retraite et une revalorisation de leurs titres. Ses membres demandent aussi au gouvernement de payer les bourses à temps pour apaiser l'espace universitaire. Accident de la route en moyenne chaque année, 532 personnes perdent de la vie. Selon le directeur de la prévention routière, le permis à points et des sanctions sévères sont les solutions appropriées pour combattre ce fléau. Partners West Africa, en collaboration avec l'État, lance le projet Road Maps to Security, objectif à impliquer davantage la population dans la lutte. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus. En 4 ans, le Sénégal a perdu 2130 personnes sur les routes. Un bilan catastrophique qui montre que la prévention routière et la sensibilisation ne suffisent plus. Il faut que le gouvernement donne aux forces de défense et de sécurité des outils pour qu'elles puissent sanctionner sévèrement les indisciplinés de la route. Il n'y a que ces forces de défense et de sécurité qui sont habilitées à faire des contrôles, à arrêter les véhicules, mais à sanctionner aussi. Et tant qu'il n'y a pas de sanctions dans ce pays-là, on aura beau faire, mais on n'aura jamais de résultats. Tous les pays du monde qui ont obtenu des résultats palpables, des résultats agréables, c'est parce que ces gens-là ont allié les trois, c'est-à-dire formation, sensibilisation et répression. Le permis à points, un excellent instrument pour faire baisser le nombre d'accidents de la route. Il permet aux conducteurs d'avoir un comportement responsable sur la route. Cependant, il faut le numériser d'abord pour qu'il soit efficace. Tant que les permis ne sont pas numérisés, il n'y aura pas de permis à points. C'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas vous arrêter ici à Dakar aujourd'hui et dans une semaine on vous arrête à Saint-Louis. Comment le policier peut savoir qu'on vous a déjà retiré des points? C'est pas possible. Les policiers et les gendarmes puissent être dotés de matériel. À travers le projet Road Maps to Security, Partner West Africa Sénégal veut davantage impliquer la population dans la sécurité routière. C'est d'améliorer la perception d'abord des citoyens sur la sécurité routière en général, le rôle de la police et de la gendarmerie, mais participer à la prévention routière dans le Sahel. Les accidents de la circulation font partie des événements de la vie courante. De nombreuses personnes y perdent la vie tous les jours. Des millions d'autres en conservent des handicaps ou des blessures émotionnelles durant toute leur vie. Tout le monde est concerné. Toutes les couches de la population doivent combattre ce fléau. Le chapitre politique, la mairie de Dakar mise sous délégation spéciale, c'est le souhait de la coordonnatrice nationale de la COJER, Thérèse Faye Diouf. Aucun blocage n'a été jusque-là. Par conséquent, la conseillère municipale à l'hôtel de ville de Dakar ne voit pas l'intérêt d'appliquer une telle mesure. Bassirou Samb, un des souteneurs du maire de Dakar, croit que le régime cherche tout simplement à s'accaparer de la municipalité, mais c'est peine perdue selon lui. Elhadj Moussa Bey. Comme bon nombre de partisans du pouvoir, la coordonnatrice nationale de la COJER a affiché son souhait de voir la mairie de Dakar sous délégation spéciale. La demande ne s'inscrit que dans une logique pour le régime de s'accaparer de la municipalité, juge ce souteneur du premier magistrat de la ville. Si aujourd'hui il doit y avoir délégation spéciale dans ce pays, tout le monde sait que c'est à la présidence de la République où on est passé de la théorie d'une gouvernance vertueuse et sobre à une gouvernance vicieuse et sombre. La mairie n'a nullement besoin d'être déléguée, d'autant plus qu'elle fonctionne normalement, relève cette conseillère municipale. Pour installer une délégation spéciale, il faut qu'il y ait blocage. Et à mon humble avis, il n'y a pas de blocage dans la mesure où le conseil municipal se réunit régulièrement. La constitution de partie civile du conseil municipal dans le dossier de la caisse d'avance est aux yeux de Thérèse Faye une trahison envers les Dakarois. La conseillère de préciser.
C'est au niveau de ces dépenses diverses que nous votons chaque année et nous autorisons donc le maire à travers une délibération à donc gérer ce fonds. Donc quand il y a des problèmes, c'est quand même le conseil municipal qui est en premier lieu intéressé. C'est une dame qui ne maîtrise rien de la gestion des collectivités locales. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'État du Sénégal n'a rien à voir dans ce dossier. Sous un autre registre, l'éventuelle candidature de Serigne Moustapha Sy aux prochaines présidentielles n'a pas laissé indifférent si souteneur de Khalifa Sall. Il est tout à fait dans sa logique de vouloir se présenter, mais à notre niveau, notre seul candidat reste Khalifa Ababacar Sall. Il a choisi quand même d'assister, d'accompagner notre maire Khalifa Sall. Donc moi je dis solennellement au président de la République que c'est plus facile pour lui de libérer Khalifa, sinon il risque gros. Le leader du mouvement Moustarchidine Wal Moustarchidati a menacé de prendre part au présidentiel de 2019 si Khalifa Sall ne recouvre pas la liberté. Le procès opposant les militants du Parti socialiste tendance Khalifa Sall et ceux d'Ousmane Tanor Dieng renvoyés à une date ultérieure. Les khalifistes avaient introduit une plainte contre le secrétaire général du Parti socialiste qu'ils accusent de mauvaise gestion. La défense a constitué un nouvel avocat pour plaider le dossier. La véritable raison d'ailleurs du renvoi du procès pour la partie civile, le camp de Tanor cherche simplement à fuir la confrontation. Voici Idrissa Diallo, membre de l'initiative 2017, au micro de notre reporter. Ils sont sûrs de ce qu'ils font. Mais ils viennent, ils demandent des renvois en disant qu'ils ont un nouveau avocat. Moi, je dis qu'ils ont peur. Parce que lui, il croit que quand il est à l'État, il peut tout se permettre. Ousmane Tanor Dieng, quand il est à l'État, à côté, ne se prive de rien du tout. Aujourd'hui, on est en justice. S'il est sûr de ce qu'il est en train de faire, je ne pense pas qu'on soit là à renvoyer cette affaire-là tout le temps. Donc nous, on est très sereins. C'est pas pour rien qu'on a saisi la justice. Voilà, on dit, c'est pas Ousmane Tanor Dieng le Sénégal, c'est pas Ousmane Tanor Dieng le droit. Ousmane Tanor Dieng, c'est un homme incompétent qui s'accroche à quelque chose qui ne lui appartient pas. On est venu voir le juge, qu'il accepte quand même de venir plaider, de venir se défendre devant le juge et de expliquer pourquoi il agit comme ça, pourquoi il gère le parti comme ça. C'est pas une affaire privée. C'est pas un patrimoine de la famille Dieng. C'est un patrimoine des Sénégalais. Ousmane Tanor Dieng, on l'a offert un parti qu'il a été incapable de le gérer. Mais nous, tout ça, on est juste derrière lui. Mais si maintenant il se permet de gérer ce parti en dehors des textes du parti, on vient voir le juge. Parce que nous sommes des républicains. Bon, voilà, lui qui dit, ça va, ouais, moi, la justice. Mais il n'a qu'à oser quand même venir se présenter devant la justice. L'avocat dit qu'il vient d'arriver, il ne connaît pas le dossier, c'est un nouveau. Moi, je le concède. Mais je constate qu'effectivement, si ça tarde, c'est de l'autre côté. Restons au palais de justice cette fois pour parler du procès Khalifa Sall. Ses souteneurs demandent à tous les socialistes de se mobiliser massivement ce mardi devant le tribunal de Dakar. Ces socialistes veulent montrer leur détermination et soutien au maire de Dakar. Pour cela, ils ont rédigé une motion de soutien à l'endroit du maire de la ville. Leur porte-parole Babacar Abba Mbaye au micro de notre correspondant sur place. À la suite d'un débat ouvert et inclusif entre plus de 363 membres du comité central, venus des 45 départements du Sénégal. Exprimons notre solidarité agissante à notre camarade Khalifa Ababacar Sall, secrétaire national à la vie politique du Parti socialiste, injustement ambitionné par le régime de Macky Sall avec la complicité de Ousmane Tanor Dieng. Saluons vivement la constitution comme partie civile de la ville de Dakar, dans cette cabale dite de la caisse d'avance. Invitons tous les citoyens épris de justice, de démocratie et d'égalité à venir au tribunal le mardi 23 janvier pour soutenir le camarade Khalifa Ababacar Sall dans ce procès. Exigeons la libération immédiate et sans condition du camarade Khalifa Ababacar Sall. Exigeons un procès juste, équitable et le respect intégral des droits de la défense. Mais surtout, nous lançons un message à notre guide, à notre modèle, à notre leader, à notre référence, Khalifa Ababacar Sall. À Mbour, les proches de Khalifa Sall réaffirment leur ancrage au Parti socialiste. Ils indiquent qu'ils n'ont jusqu'ici reçu aucune notification d'exclusion. Ces socialistes soutiennent le maire de Dakar et précisent qu'il est leur candidat plutôt à la prochaine présidentielle et ils comptent sillonner tout le pays pour rencontrer les militants. Nous rejoignons Mamadou Diop. Après Kaolack, Mbour a accueilli la réunion du comité central du Parti socialiste version Khalifa Sall. Une occasion pour les proches du maire de Dakar de clamer haut et fort leur appartenance à cette formation politique, car disent-ils jusqu'ici, ils n'ont reçu aucune notification d'exclusion. S'il a un temps soit peu de dignité, s'il n'est pas un rentier, s'il n'est pas un courtisan servile de Macky Sall, qu'il ait le courage de nous notifier notre exclusion.
C'est ce que les textes du parti disent. Tant que nous notifions pas l'exclusion, nous sommes membres du Parti socialiste. Et si nous excluons, nous l'accorderons. Il est hors de question pour nous de faire la même comédie que Ousmane Tanor, de nous enfermer entre 4 murs, de convoquer des unions régionales de 100 à 550 personnes. Pour se conformer au texte du parti, puisque nous sommes légalistes et respectueux de ce parti-là, nous demandons au parti de mettre en place une commission spéciale pour convoquer et entendre pour sanction les camarades suivants. Abdoulaye Wilane, porte-parole du parti, Aminata Mbengue Ndiaye pour comportement disgracieux et M. Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du parti, pour propos irrévérencieux et comportement irresponsable. Ces socialistes ont à nouveau fait savoir que le maire de Dakar est le candidat à la prochaine élection présidentielle. Les débats ont été féconds, riches et nous restons déterminés et mobilisés pour porter la candidature du camarade Khalifa Ababacar Sall, avoir un projet socialiste et Inch'Allah nous gagnerons les élections en 2019. Bamba Fall, absent de la rencontre de Mbour, ses camarades donnent ses explications. Bamba Fall, n'oublions pas que c'est quelqu'un qui est en liberté provisoire. Donc qui encadre actuellement ses activités, qui prend beaucoup de précautions dans ses déplacements. Et c'est ça qui explique son absence aujourd'hui. Il n'y a pas de problème entre Barthélémy Diaz et Bamba Fall. Barthélémy Diaz et ses camarades en ont profité pour demander au ministère de l'Intérieur de donner aux Sénégalais leur carte d'identité nationale. C'est une honte absolue pour notre République et notre démocratie modèle de dépenser plus de 50 milliards pour la confection de cartes d'identité et d'être incapable de les distribuer aux Sénégalais. Les proches de Khalifa Sall ont promis de sillonner tout le pays avant 2019. Une tournée d'explication et de sensibilisation auprès de leurs camarades socialistes. Mamadou Diop, les socialistes étaient également en assemblée générale à Diourbel. Les ex-camarades d'Ousmane Tanor Dieng revendiquent toujours leur appartenance au Parti socialiste. C'est pour Khalifa, disent attendre avec impatience une plainte du PS. Ces dissidents ont même prononcé l'exclusion du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng avant d'investir Khalifa Sall, candidat du Parti socialiste à la prochaine présidentielle. Vous avez certainement suivi l'élément d'Elhadj Moudou-Gueye. Parlons éducation, l'enseignement supérieur public risque d'être perturbé dans les prochains jours. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur a décidé d'intensifier le combat. Le SAES exige de meilleures conditions de retraite et une revalorisation de leurs titres. Ses membres demandent aussi au gouvernement de payer à temps les bourses et afin d'apaiser l'espace universitaire. Le point avec Yamakoli. Une décision ferme de poursuivre le combat, c'est ce qui est ressorti de l'Assemblée générale des enseignants du supérieur. Le préavis de grève est arrivé à expiration. La base a donné mandat au Bureau national de mener le combat. Depuis le 20 décembre, le préavis a été déposé. On est le 22 janvier, le préavis a expiré avant-hier. Mais nous n'avons pas eu de contact officiel avec le gouvernement. Et pour nous, cela est inacceptable. À l'origine de leur mécontentement, 2 points principaux. Ça concerne d'une part la retraite, qui est une question qui devait être réglée depuis juillet 2017, qui était un engagement ferme du gouvernement. Et le deuxième point, c'est l'application de la réforme des titres à tous les niveaux. Parce qu'il y a 2 corps qui sont laissés en rade par cette réforme des titres, à savoir les professeurs titulaires de classe exceptionnelle et les chercheurs. Les heurts entre étudiants et forces de l'ordre ne laissent pas indifférents ces enseignants. Les bourses des étudiants doivent être réglées dans les délais, parce que c'est des questions, en tout cas, qui sont connus d'avance. Le deuxième point, c'est les franchises universitaires. Nous considérons que nous sommes dans un espace particulier, qu'on ne nous sorte pas, que l'université n'est pas une zone de non-loi. Nous le reconnaissons. Mais il faut reconnaître également que l'université a ses particularités et on doit respecter les franchises universitaires. L'ère de la patience est révolue pour le SAES. Le syndicat est déterminé à intensifier le combat pour obtenir gain de cause. Formation académique et réalité professionnelle, la faculté des lettres veut proposer des ressources humaines de qualité aux entreprises. Le besoin se faisait déjà sentir conformément au contrat de performance qu'il allie au gouvernement. D'ailleurs, 6 licences professionnelles sont créées cette année. Les filières sont en parfaite corrélation avec les exigences du marché de l'emploi. Les précisions de Mohamed Diallo. La longue route vers l'entreprise, les universités ont un grand rôle à jouer. Longtemps critiquée en raison du caractère purement académique des enseignements qu'elle dispense, la faculté des lettres de l'UCAD décide de s'adapter aux exigences du marché de l'emploi. En fait, on était simplement parti d'un constat. Le taux élevé de chômage parmi les diplômés de l'université. Mais tout le monde
ne peut pas être recruté comme enseignant. Et donc, la plus grande partie des étudiants qui sortent d'ici, le plus souvent, sont sans emploi. 6 filières professionnelles, toutes répondent aux exigences actuelles du monde de l'entreprise. Par exemple, l'acte 3 de la décentralisation, cette réforme qui renforce les collectivités locales en termes de responsabilité. Donc, ainsi pour anticiper sur les métiers qui vont naître, disons, du fait de cette réforme, la faculté des lettres et sciences humaines, fidèle à sa mission de formation de ressources humaines de qualité, a déjà ouvert le master en aménagement du territoire, décentralisation. Après la formation, s'en suivra une autre étape non moins importante, l'accompagnement. Il ne s'agit plus d'un enseignement donné uniquement par les universitaires. Chaque formation aura 60% d'intervenants du monde extérieur, du monde professionnel. Et quand on va vers ces collègues qui sont dans des structures publiques ou privées ou parapubliques, donc on tisse aussi, parfois on établit des contrats avec ces structures. La faculté des lettres et des sciences humaines est l'une des plus peuplées de l'UCAD, avec environ 30 000 étudiants. C'est là toute la pertinence de travailler à satisfaire la commande en ressources humaines des entreprises. Un mot de santé dans ce journal. Le programme national de lutte contre le tabac démarre le 25 janvier prochain. Au lycée Kennedy, la campagne de sensibilisation sur les méfaits du tabac. Le PNLT fera le tour des écoles et universités. Objectif à empêcher les jeunes de toucher à leur première cigarette, les sensibiliser sur les risques de la consommation du tabac, de l'exposition à la fumée du tabac, entre autres. La finalité est de les amener à s'approprier la loi anti-tabac. Les éclairages de Aïda Mamadou Diop. Les enfants sont-ils la cible privilégiée des industriels du tabac? La réponse est oui pour le PNLT. Au vu des enquêtes réalisées en 2002 et 2007, on est passé de 19,3% à 25,9% d'élèves fumeurs. Il faut donc agir, d'où la campagne de sensibilisation sur les méfaits du tabac en milieu scolaire. Le rôle aujourd'hui, c'est de véhiculer des messages conformément à la volonté au plus haut niveau et donc par la loi exprimée, c'est-à-dire la loi a pris des dispositions extrêmement claires. L'interdiction de vente du tabac aux alentours des écoles, l'interdiction de vente du tabac dans les écoles, de fumer, l'interdiction de vente du tabac. Le but, c'est que les enfants ne fument jamais, qu'ils connaissent les dangers qui sont liés au tabac et qu'ils servent aussi de messagers à travers leur gouvernance scolaire, à travers le groupe théâtral et tout ça. Battre le fer tant qu'il est encore chaud, c'est donc la stratégie du PNLT. D'ailleurs, il aurait beaucoup à gagner en intégrant la sensibilisation dans les programmes scolaires. Ce qui est plus simple, c'est d'intégrer ces questions-là dans les curricula. Parce qu'on ne pourra pas toujours avoir les moyens. Il y a combien d'écoles au Sénégal, on ne pourra pas tous les faire. Mais ce qui est simple, c'est quand on arrivera à intégrer, comme on le fait avec le VIH-Sida, on intégrera ces programmes de lutte contre le tabac et d'autres stupéfiants, d'autres méfaits. On les intègre dans les programmes et là, les professeurs, quand ils sont bien formés, ils ont des documents. Parce que les documents également posent un peu de problème. Ils ont ces documents, forcément, le message sera bien délivré et les enfants, je pense, vont acquérir ces compétences. Avec l'accompagnement du ministère de l'Éducation, le PNLT va reprendre le chemin de l'école après un break dû aux examens. L'équipe de sensibilisation est attendue au lycée John Fitzgerald Kennedy, Limamoulaye, Galandou Diouf, entre autres. Il est également prévu une décentralisation au niveau des régions pour mieux aider les jeunes à prendre conscience que le tabac mène à une mort lente et mieux vaut ne pas y toucher. Programme York Comcom, le projet pilote cible 12 000 ménages. Les bénéficiaires font partie du programme national de bourse de sécurité familiale. La déléguée générale à la protection sociale confie que le gouvernement a obtenu l'appui de la Banque mondiale pour le financement de ce projet. Dakar, Thiès et Kaolack sont les 3 régions ciblées pour la phase test, nous dit Adjaran Ndiaye. Le programme national de bourse de sécurité familiale poursuit son bon nombre de chemins. Le gouvernement vient de mettre en place le projet York Comcom pour augmenter les capacités productives des pauvres. 12 000 ménages sont ciblés par le projet pilote. Les bénéficiaires de bourse de sécurité familiale vont recevoir un cash transfert additionnel
qui va être d'un montant de 80 000 francs à la fin de leur organisation, de leur coaching, de leur sensibilisation. Puisqu'aujourd'hui, nous allons leur offrir les possibilités d'intégrer des champs productifs dans le commerce, dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans toute autre activité qui permettront à ces gens-là de générer des revenus, leur permettant demain de pouvoir s'occuper et de participer à la vie active économique de notre pays. Selon le délégué général à la protection sociale, le gouvernement a obtenu l'appui de la Banque mondiale pour le financement. C'est un appui de la Banque mondiale qui va toujours permettre à l'État sénégalais de faire cette évaluation d'impact et éventuellement l'État sénégalais qui aujourd'hui sort les 40 milliards de francs CFA, je ne cesse de le dire, qui sortent du BCI, de l'État, pur budget sénégalais, 40 milliards. Maintenant, vous voyez les 2 milliards là, c'est la Banque mondiale qui appuie l'État sénégalais pour pouvoir faire ce projet d'impact. Le projet Yoko Komkom a pour objectif d'offrir un paquet de mesures d'accompagnement pour faciliter des initiatives. Excusons pour cet élément. Affaire marché Boubès, le maire de Djiddah Thiaroye Kao annonce une plainte contre l'édile de Guédiawaye. Dr Cherdian réclame 1 milliard de francs CFA à Aliou Sall pour le préjudice subi durant les 4 dernières années. Juste préciser que le ministre de l'Intérieur avait départagé les 2 communes pour la gestion de ce marché. Chacune d'elles collectera la partie qui se trouve dans son périmètre communal. Les détails avec Mansour Sow. Le feuilleton juridico-politique sur l'affaire marché Boubès est loin de connaître son épilogue. Après un consensus fruit d'une médiation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les 2 parties avaient accordé leur violon. Mais voilà un autre rebondissement dans cette affaire. Cette fois-ci, c'est l'édile de Djiddah Thiaroye Kao qui a décidé de porter plainte contre le maire de Guédiawaye. Près de 600 millions que nous avons perdus depuis 2014 à nos jours, du fait donc de la non-application des dispositions réglementaires donc, qui régissent le fonctionnement des collectivités locales. Tout cela parce qu'un individu, parce qu'il est le petit frère du président de la République, veut faire régner sa loi au niveau de la banlieue. Nous ne pouvons pas accepter cela. Outre ce préjudice financier, Dr Cherdian réclame au maire de Guédiawaye la somme d'1 milliard de francs CFA. Ceci pour réparer le préjudice moral causé à ses administrés. Préjudice moral également, nous allons réclamer la somme de 1 milliard contre le sieur Aliou Sall parce que nous pensons que ce serait trop facile donc pour lui de s'en sortir avec le franc symbolique. Ce serait encourager ce type de comportement anti-républicain, antidémocratique dans un état de droit. La page de la bataille pour le contrôle du marché Boubès semble donc tourner. Cependant, une autre se pointe à l'horizon. Cette fois-ci, il s'agit bien d'un mortel combat entre Dr Cherdian, le maire de Djiddah Thiaroye Kao, et Aliou Sall, non moins frère du chef de l'État et maire de Guédiawaye. Les femmes de Guédiawaye peuvent maintenant afficher le sourire. 100 millions de francs CFA et un lot de matériel de production a été mis à leur disposition par le ministre de la Femme. Un financement qui entre dans le cadre du projet d'autonomisation de cette couche de la population. La cérémonie de remise a eu lieu à l'esplanade de Guédiawaye. Ndeye Salimata Diop est avec Abdoulaye Wanyanga. Mon département envisage d'entreprendre avec vous, mes chers sœurs, la création de plus de 10 000 crises économiques pour l'entrepreneuriat féminin dans toutes les communes du Sénégal avec une intensification des programmes de formation. Il sera procédé à une remise symbolique de prestation de frais de formation qui sanctionne un programme de renforcement de compétences au profit de 137 femmes à l'activité PUDES qui aura déjà octroyé le financement de l'ordre de 106 millions de francs CFA. Dans la même veine, 56 nouvelles unités économiques vont être lancées aujourd'hui pour un financement global de 100 millions de francs CFA couvrant les 5 communes du département en plus de nos équipements et des conditions d'une valeur estimée à 50 millions de francs CFA. Plus de 2000 femmes seront impactées en termes de revenus. Dans le même ordre d'idée, un financement de 30 millions de francs sera mis à la disposition à l'intention de 1500 vendeuses de poissons au détail dans les 14 marchés du département de Guédiawaye.
Mam Abdelaziz Ndiéguène, Khalif de la famille Ndiéguène de Keur Mam El Hadj de Thiès, s'en est allé à l'âge de 92 ans. Cultivateur de profession, il avait le sens de l'organisation et a consacré toute sa vie à l'islam. Le guide religieux a créé beaucoup de daras et mausolées. Il a initié la Ziara de Kassas dans la région de Kaffrine. La 46e édition est prévue cette année le 10 mars prochain. Nous retrouvons Daouda Thiandoum. La Oumma islamique sénégalaise est encore en deuil. Après les rappels en Dieu de Serigne Abdelaziz Sy Al Amine, Khalif général des Tidianes, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, Khalif général des Mourides, la grande faucheuse vient d'emporter un autre Khalif général, celui de la famille Ahmadou Baro Ndiéguène, en l'occurrence El Hadji Abdelaziz Ndiéguène, ce samedi 20 janvier 2018 aux environs de 3 heures du matin. Dernier fils d'El Hadji Ahmadou Baro Ndiéguène qui a vécu 111 ans, El Hadji Abdelaziz Ndiéguène a tiré sa révérence à 92 ans. Connu pour son dévouement sans faille aux recommandations de Dieu, du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aux enseignements de son vénéré père et à la lecture du Saint-Coran, El Hadji Abdelaziz Ndiéguène fut un érudit de classe exceptionnelle. Avec son frère Serigne Dame Ndiéguène, le défunt Khalif fut le précurseur de la ziara annuelle de Kansas dans la région de Kaffrine, dont la 46e édition est programmée le 10 mars 2018 prochain. Son seul viatique, à l'image de son père, a été l'érection de Dara, l'enseignement du Saint-Coran et les exécutions des recommandations de Dieu. Doté d'une spiritualité hors pair, El Hadji Abdelaziz Ndiéguène a, dès son intronisation au Khalifa, transmis tout son pouvoir à son actuel successeur, Serigne Mouniru Ndiéguène, qui assura les attributs principaux du Khalifa depuis 1999, en accord avec ses deux frères, Mam Hassan et Serigne Abdou Wahab Ndiéguène. Khalif Serigne Mouniru Ndiéguène confirme que la Oumma islamique a perdu un homme de valeur et de principes basés sur l'islam. De son vivant, il avait fait allégeance à Mam El Hadj Mohamed Ndiéguène. Il a continué sur cette même vision et a utilisé la méthode cartésienne jusqu'à sa mort. Humaniste, véridique, sont les qualités qui ont marqué sa vie auprès de ses pairs. Cultivateur de profession, El Hadji Abdelaziz Ndiéguène a construit plusieurs daras pour l'exercice de cette mission. Ayant béni le projet de la construction du poste de santé de Keur Mam El Hadj après 3 jours de haute spiritualité avec 10 000 francs et le fichier du projet dont le coût global était de 80 millions de francs CFA, celui-ci fut financé à hauteur de 100 millions de francs CFA par sa grâce. Le Sénégal, par sa disparition, vient de perdre une autre grosse pointure de la Oumma islamique. Paix à son âme. DTV présente ses sincères condoléances à la famille